Bon- bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence avec le titre Le domicile alternative crédible à l'EHPAD. Il y a un point d'interrogation. Alors l'objectif de la conférence, c'est présenter et échanger sur une vision qu'on va vous présenter et ses solutions pour permettre à plus de personnes de GIR différents d'avoir le choix de rester à domicile. Donc je répète, l'objectif, c'est permettre à plus de personnes de GIR différents d'avoir le choix de rester à domicile. Et donc nous allons regarder la réalité des motivations qui précèdent l'entrée en EHPAD. On va s'interroger sur les évolutions que les acteurs doivent mettre en œuvre pour pouvoir créer cette vision. Et il y a des questions qui se posent bien évidemment. Déjà, est-ce que c'est vraiment possible? Dans quelles conditions? Quels sont les services qui doivent être mis en place? Qui est concerné concrètement? Quelles sont les limites? Qui sont les challenges? Et on verra également d'autres questions. Donc nous allons essayer d'y répondre, nous allons y répondre avec nos invités. Élise Cabane, qui est médecin gériatre et cofondatrice d'Epoca Health, qui est une plateforme classée médico-sociale, dispositif médical, technologique et humaine, assurant une prise en charge médicalisée et sécurisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les personnes en situation de maladie aiguë ou chronique. Charles Bark, qui est fondateur de Inunu, qui est le pionnier technologique au World Economic Forum, et qui propose des objets connectés, notamment pour le suivi des patients à domicile. Sébastien Wildemann, qui est directeur des soins du groupement de coopération, donc c'est pas dans l'ordre, c'est de coopération sociale et médico-sociale de Bien Vieillir Île-de-France. Et ensuite Didier Pagel, qui est l'administrateur de Bien Vieillir Île-de-France. Alors, première question pour Didier. Peut-être présenter Bien Vieillir Île-de-France, parce qu'en fait, tu es à l'initiative de cette conférence. Donc peut-être présenter Bien Vieillir Île-de-France et ensuite pourquoi avoir proposé ce sujet. Très bien, bonjour à tous et à toutes et tous. Donc, Bien Vieillir en Île-de-France, c'est un groupement de coopération sociale et médico-sociale. Alors c'est une forme d'organisation qui redevient à la mode depuis la nouvelle réforme des services autonomie à domicile. Donc nous, on existe depuis 2008. On a 8 services d'aide à domicile, 2 SIAD. On a un pôle qui fait de la prévention et puis un pôle qui fait de la gestion de parcours, de l'accompagnement des personnes. Pour donner le volume, d'abord, l'implantation, on est en Île-de-France au travers de 13 sites indépendants. On réalise à peu près 500 000 heures d'aide à domicile. 170 personnes environ qui sont suivies en SIAD, y compris un SIAD de nuit. Et puis la particularité du fonctionnement d'un groupement, c'est d'avoir des fonctions support qui sont mutualisées entre les membres. Et en l'occurrence, par exemple, un département informatique qui nous permet de développer des outils ou de connecter des outils à nos dispositifs et aussi de partager l'ensemble des fonctions support comme la paye, la compta, la communication, les permanences, les astreintes, toutes ces choses-là qui font la réalité de services d'aide à domicile. Donc l'objet d'un groupement, c'est d'être plus fort ensemble. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, pourquoi ce sujet? Alors pourquoi ce sujet? Parce que régulièrement, on est confronté, j'entends souvent parler des limites du domicile. Le domicile a ses limites. À un moment donné, on ne peut plus rester au domicile. Moi, je pense que ces limites, elles existent aujourd'hui, personne ne peut les nier, mais on peut aujourd'hui les repousser par l'organisation du travail, mais également par l'interopérabilité avec d'autres opérateurs. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il y ait Epoca Health et Inunu qui soient présents, qui sont des opérateurs avec lesquels on travaille ou on va travailler et qui vont nous permettre d'offrir une sorte de continuité de soins et de services aux personnes au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire classiquement, dans l'aide à domicile ou même dans les soins, on intervient de 8h à 17, 18h le soir sur des interventions programmées. Et là, pour le coup, on se dit, mais c'est possible de faire aussi des interventions non programmées. C'est possible d'assurer la coordination d'autres dispositifs, notamment d'assistance médicale ou de télésurveillance. C'est possible aussi d'intervenir la nuit. Et c'est cette réalité-là qu'on voudrait aujourd'hui mettre comme sujet pour qu'on puisse en débattre tous ensemble. Alors, il va y avoir plusieurs parties. On va d'abord se caler sur les GIR. Ensuite, on va parler de la situation actuelle du maintien à domicile. On parlera de la vision et après, on parlera des détails
de cette vision. Est-ce qu'on peut déjà rappeler la définition des GIR, ce que ça représente, peut-être combien de personnes sont concernées, qu'on ait une bonne vision du sujet? Bon, les GIR, je crois que tout le monde connaît, puisque c'est quand même là-dessus que sont basés, c'est sur la grille à GIR que sont basés l'ensemble de nos financements. Un groupe iso-ressources, c'est quoi? C'est de regrouper des gens qui possèdent des caractéristiques communes et qui vont requérir à peu près le même niveau de service et qui vont nécessiter le même niveau de ressources. Et donc, ils vont générer eux-mêmes un même niveau de financement. Voilà, la grille Agir, c'est une grille qui a d'abord été créée pour proposer un financement aux personnes âgées en les retrouvant, en les regroupant par des groupes homogènes de personnes. Combien, est-ce qu'on peut dire quelques chiffres sur combien de GIR, combien sont en GIR 1, GIR 2, est-ce qu'on sait ça? Alors oui, et après, où est-ce qu'ils vivent ensuite? Voilà. Alors il y a 6 niveaux de GIR. Donc c'est une grille inversée, on va dire. Donc le groupe 1, c'est des gens qui ont totalement perdu leur autonomie fonctionnelle et mentale. Le groupe 2, c'est des gens qui auront perdu. Alors il y a 2 sous-groupes. Il y a un groupe qu'on appelle classiquement les déments déambulants, c'est-à-dire des gens qui ont encore conservé leur autonomie locomotrice, mais qui ont perdu toutes leurs facultés cognitives. Et puis il y a un autre groupe qui consiste en des gens qui ont encore leur capacité de décision, leur faculté cognitive, mais qui ont perdu une grande partie de leur autonomie pour les actes essentiels. Après, vous avez les GIR 3, les GIR 4. Seuls les GIR 1 à 4 donnent évidemment ouvrent droit à l'allocation personnalisée d'autonomie. Les GIR 5 et 6 sont des GIR qui sont faiblement en perte d'autonomie. Et donc voilà, et qui relèvent plutôt du financement des caisses de retraite. Voilà où est-ce qu'ils vivent Où est-ce qu'ils vivent? Est-ce que tous les GIR1, par exemple, sont en institution? Est-ce qu'il y en a à domicile? Où est-ce qu'ils vivent? Alors, en gros, globalement, on a à peu près 800 000 personnes âgées qui sont bénéficiaires de l'APA en France, qui vivent au domicile. Donc, d'accord. Voilà. Et environ un peu moins de 600 000, 550 000 qui sont en établissement. C'est vrai qu'en établissement, on a une plus grande proportion de GIR 1 et de GIR 2 qui sont des pathologies, des gens qui ont en tout cas des pertes d'autonomie importantes, alors qu'au domicile, on a une très faible part, assez faible part de ces personnes-là. Donc l'idée, c'est plutôt de regarder les gens qui sont en GIR 3 et 4, qui sont des gens qui sont à la fois suivis au domicile, et à la fois, assez paradoxalement, suivis en établissement. 41% selon une étude qui a été faite, je crois, en 2017, donc ça a dû encore évoluer des gens qui étaient en GIR 3 et 4 étaient en établissement. C'est des gens qui, typiquement, pourraient rester à leur domicile, en tout cas qu'on suit pour la plupart d'entre nous à leur domicile, et la question est de savoir pourquoi ces gens-là rentrent en établissement et pourquoi ils quittent le domicile. Et sans tout dévoiler, c'est la vision que vous allez présenter, notamment ces GIR. Sébastien Wildermann, est-ce que tu peux présenter le secteur du domicile maintenant, brièvement, quelques chiffres, enfin ce que tu veux, nous le présenter, qu'on comprenne ce secteur. Oui, alors, oui c'est bon. Aujourd'hui, le secteur du domicile, tout le monde ici en fait partie. C'est à peu près 8300 services d'accompagnement et d'aide à domicile versus 2300 SIAD. C'est un secteur qui est en train de gérer beaucoup d'incertitudes avec des réformes en cours qu'on subit un tout petit peu. La réforme de la tarification pour les SIAD, la réforme des services autonomie à domicile. Et donc on ne sait pas trop vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir se configurer dans les années à venir. Et pourtant, ça nous laisse des défis importants, justement, sur ce défi du maintien à domicile versus l'établissement, l'EHPAD. Et donc, ça nous laisse un peu avec beaucoup de questions, avec beaucoup de défis à relever. Et c'est pour ça qu'on a cherché à trouver des solutions qui nous permettent de maintenir les gens chez eux avec une carence. Il n'y a plus beaucoup de médecins traitants, ou alors s'ils sont là, ils ne viennent plus forcément à domicile. On a des difficultés sur l'accès aux droits, l'accès aux soins. On a des listes d'attente dans les SIAD. On a des difficultés de recrutement de personnel, de fidélisation. Donc par rapport à tout ça, on est un peu dans le doute.
Et pour autant, il va falloir qu'on trouve des solutions, des organisations qui vont nous permettre de faire face à ça. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est les limites de l'actuel. En imaginant que votre solution ne soit pas installée dans l'avenir, quelles seront les limites du domicile? Alors, la limite du Et domicile, après, on verra les limites de votre solution, mais les limites du domicile, voilà. la limite aujourd'hui du domicile, ce qui fait que on est amené à dire que telle personne ne peut plus rester à la maison et doit rentrer en établissement d'hébergement spécialisé, ça va être principalement un problème de sécurité. On ne peut plus maintenir la sécurité de la personne chez elle pour un problème de risque de chute, un problème de risque de fugue, un problème d'isolement, un problème de ressources financières. Il va y avoir également une difficulté par rapport à l'isolement, la perte des aidants, d'un aidant familial qui va devoir partir ou qui va décéder, la difficulté des services d'aide ou des services de soins à pouvoir répondre à des besoins qui vont devenir croissants. Et puis, il y a la difficulté, quand surviennent des problèmes d'autonomie, de pouvoir assurer une continuité de la médicalisation. Je le disais, le médecin traitant qui n'est plus vraiment présent ou qui n'est plus autant disponible, une infirmière libérale qui va ne pas pouvoir assurer autant de prestations que voulu, un service de soins qui n'aura pas forcément la possibilité de continuer à envoyer des aides-soignantes ou des infirmières matin et soir ou le week-end. Ben voilà, ça va constituer une limite parce que les besoins de la personne et les risques encourus par la personne ne pourront pas être couverts par des solutions à domicile. Il y aura aussi une limite de coût, j'imagine, au bout d'un moment. Il y aura aussi une limite de coût, de coût du service avec la solution actuelle. Effectivement, puisque toute la partie aide est financée ou cofinancée par des dispositifs de type APA, allocation personnalisée d'autonomie, avec des plans d'aide qui... la mode n'est pas allée à l'augmentation des plans d'aide de la part des départements. Il y a aussi une limite qu'on ne connaît pas encore vraiment bien, mais c'est par rapport à la réforme de la tarification des SSIAD. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la prise en charge dans les SSIAD ne pourra plus être la même que celle qu'on a connue jusqu'à présent. Le mode de financement des SSIAD aujourd'hui va être directement lié au GIR. Alors on peut discuter du bien fondé des décisions des GCS, hein. Mais voilà, la réalité c'est ça. C'est aujourd'hui un SSIAD va être financé en fonction de l'activité qu'il a et de la lourdeur des patients qu'il a à prendre en charge. Et ça va être indexé, malheureusement, on se demande pourquoi, sur le GIR. Il aurait pu y avoir d'autres indicateurs qui auraient pu déterminer la lourdeur d'un SSIAD, mais là aujourd'hui c'est sur le GIR. Et donc forcément, un patient qui se retrouve en GR4, qui a besoin du passage d'un SSIAD du lundi au vendredi pour une aide à la toilette, l'infirmière qui passe pour préparer un pilulier, qui fait une surveillance. Aujourd'hui, un SSIAD n'a plus aucun intérêt à prendre en charge ce type de patient. En fait, si je peux me permettre, Oui. la question, finalement, la question du coût, aujourd'hui, le coût est pris en charge dans une certaine proportion, mais que ce soit pour les soins, où c'est pris en charge à 100%, ou que ce soit pour l'aide, où il y a un taux de participation pour la personne, il y a des surcoûts. Si demain, on met une plateforme médicalisée comme EPOCA ou des objets connectés de télésurveillance comme iNounou, ça a un coût supplémentaire. Aujourd'hui, ces coûts-là ne sont pas véritablement pris en charge, Par contre, l'État, les pouvoirs publics reconnaissent qu'ils sont nécessaires. Parce que on a développé, vous avez tous entendu parler des projets de CRT, des centres de ressources territoriaux. Et dans ces centres de ressources territoriaux, on réserve une grande place sur le volet 2 à un cofinancement pour aller compléter l'offre existante jusqu'à 900 € par mois et par personne, en plus donc de l'aide à domicile, en plus des SSIAD, tout ça pour aider à prendre en charge des gens qui sont très fragiles, polypathologiques. Donc ça veut dire que les pouvoirs publics aujourd'hui, ils reconnaissent quelque part, en créant ces CRT, qu'il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Mais l'idée, c'est de démontrer qu'aujourd'hui, en mettant en place ces organisations, à la fois des organisations de travail, mais aussi l'alliance du numérique et de nos organisations, et ben en mettant tout ça en place, on peut arriver à suivre des gens de façon tout à fait correcte, quelle que soit leur pathologie. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer la vision, de manière globale, ta vision que tu voulais présenter aujourd'hui?
moi, ma vision, c'est que demain, le domicile, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est pas la vision d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la vision, elle a des limites. Je pense qu'il nous faut tous, collectivement, repousser les limites en allant, en étant capable, en capacité d'offrir aux gens une réponse à un besoin au moment où ils s'expriment. On voit bien que lorsque les gens rentrent en maison de retraite, on nous dit le domicile n'est plus possible. Et quand on demande pourquoi c'est plus possible, on nous cite en premier la sécurité, en deuxième l'épuisement de l'aidant. Et bien ça, il faut que nous, acteurs du domicile, on puisse apporter des réponses à ça. Comment est-ce qu'on peut garantir aux personnes que nous suivons qu'elles ne vont pas seulement être suivies de 9h à 18h ou 19h le soir? Comment est-ce qu'on peut garantir qu'elles pourront être aussi accompagnées la nuit? Comment est-ce qu'on pourra garantir que si elles ont un problème qui survient en dehors des heures d'intervention, on est quand même en capacité d'intervenir pour venir les aider? Comment est-ce qu'on peut dire que quand ces gens-là, ils ont un problème de santé qui se manifeste, qu'ils en soient conscients ou non ou pas, ils sont monitorés et on peut intervenir pour les aider derrière. Et cette coordination-là, moi je pense que c'est les services autonomie à domicile, demain, aujourd'hui les SAD, qui vont pouvoir la prendre en charge. Charles Barck, je vais te présenter Inunu et ensuite on va avoir des exemples dans différents pays, comment ça fonctionne. Donc, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à Bienvieillir de nous offrir la possibilité de faire un échange de notre innovation qui est aujourd'hui déployée dans 13 pays, 5 continents et qui concerne aujourd'hui avec ces 2 innovations environ 35 000 patients et seniors qui sont suivis à domicile. Donc on suit 35 000 patients sur tous ces pays-là. L'innovation, en fait, tout à l'heure on parlait des freins de blocage à la maison, que sont la sécurité et puis autour des aidants. Et la vraie question, c'est comment peut-on faire un yin et yang plutôt qu'une opposition entre l'humain et l'intelligence artificielle qu'on utilise. Comment peut-on trouver le point d'équilibre entre l'intervention humaine et les bénéfices du digital? Donc on a fait 12 ans de R&D États-Unis, Canada, France et Chine pour essayer de répondre en fait à 2 problèmes qui d'ailleurs en fait m'ont touché moi-même personnellement. Moi je suis la 3e génération qui travaille dans la santé dans ma famille. Ma mère est médecin retraité ici de la PHP mais elle vit seule puisque mon père est décédé et j'ai vécu expatrié à 9000 km pendant 18 ans. Et il y a 10 ans, j'appelle ma mère qui était ici et je lui dis comment ça va. Elle me dit oui, ça va. Mais mon frère m'appelle en disant non, non, ça va pas, elle est tombée, elle est allée à l'hôpital. Et donc, ces 2 chocs que l'on rencontre à domicile, c'est comment peut-on avoir la vraie visibilité de la santé de ses parents à domicile quand on sait que nos bons parents nous mentent sur leur état de santé. Et donc, on ne sait jamais la vérité. Mais quand on le sait, c'est trop tard. Et puis, deuxièmement, c'est comment peut-on prendre soin de nos parents quand on vit loin d'eux? Moi, c'était 9000 km, mais en moyenne en France, on sait que les parents âgés avec leurs enfants adultes, c'est en moyenne 240 km. Et donc, tout à l'heure, Didier disait qu'il faut intervenir au bon moment avec les bonnes personnes et le bon service. La vraie question, c'est mais comment peut-on le faire à l'aide du digital? En augmentant la capacité de l'aidant, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Donc, les 2 innovations que j'aimerais vous présenter, et si vous voulez les voir d'ailleurs en démo, venez sur notre site Bienvieillir qui est des 27, là, tout à l'heure. C'est, premièrement, ce capteur-là, qui n'est pas du tout une caméra. On utilise une technologie qui est infrarouge, qui est Privacy by Design, et qui permet en fait, d'une manière très intelligente avec de l'AI, de voir toute l'actimétrie de la vie de la personne à la maison, sans avoir, d'une manière non invasive. C'est-à-dire qu'on sait très bien que tout ce qui est bouton appel malade ou etc., il y a ses limites parce qu'ils ne les portent pas toujours sur eux. Et ceux qui ont aussi des problèmes cognitifs tels que les patients Alzheimer ne vont pas avoir le réflexe d'appuyer sur des boutons. Or, comment la technologie peut comprendre le besoin en regardant, et ça a été le challenge pour nous, regarder sans être intrusif, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de caméra parce que qui veut avoir une caméra dans sa chambre? Ni moi, ni la donner à ma mère. Mais comment peut-on utiliser le meilleur de la technologie
Donc ici, infrarouge, vous avez ici des LED qui peuvent voir de jour comme de nuit et qui en fait vont être en préventif sur les chutes et pas simplement en réactif. Prévention des chutes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on a un chuteur, on peut détecter avec ce capteur-là quand la personne elle s'assoit sur son lit, quand elle quitte son lit, et on génère déjà 2 alertes avant qu'elle tombe. Et bien sûr, quand elle est tombée, on peut le voir, mais on peut aussi mesurer la qualité du sommeil sur toute la nuit, le nombre de fois où elle est aux toilettes, et si jamais elle est parvenue des toilettes, on peut générer des alertes. On les génère chez qui? Avec une app qui est possédée soit par la famille, soit par le professionnel. Et donc, elle est alertée au bon moment. Et quand elle voit avec cette technologie, elle peut aussi parler puisque c'est aussi un interphone. Donc, la personne, quand elle tombe, elle n'est pas forcément à côté d'un téléphone. Et donc, avec ça, on peut lui parler et on peut l'écouter. Donc, en fait, ça remplace 3 sens de l'humain: la vue, le parler et l'ouïe. Après, je terminerai avec une autre innovation qui est fantastique. On l'a fait avec mon compagnon ici, mon partenaire business. Vous devez très certainement connaître Almage, qui est le spécialiste en EHPAD depuis 40 ans sur l'Alzheimer. Et donc moi qui suis tous les jours en EHPAD pour ces technologies-là, et avoir visité de nombreux UP régulièrement par semaine, vous avez dû voir que le traitement aux Alzheimer est parfois très inhumain. Et donc avec le groupe Almage, qui a cette spécialité de 40 ans sur l'expertise Alzheimer, on est en train de développer un service sur base de AI avec des algorithmes qui permet non seulement de détecter précocement la partie Alzheimer, mais en plus d'aider ceux qui ne sont pas professionnels de l'Alzheimer, qui sont soit à la maison, soit en EHPAD, qui sont complètement désarçonnés quand ils voient leur famille. Et avec cette AI et ce suivi de l'aidant, on est capable de les aider à manager un patient Alzheimer. Et je terminerai avec ça, c'est notre kit Rainunu qui, en fait, dedans, englobe une multiplicité en fait d'objets connectés, mais pas seulement. On a pu faire des choses à l'étranger, en Chine, qui n'étaient pas autorisées pour le moment ici. C'est d'inclure ici un test DNA. Et le DNA, dans beaucoup de pays, à base salivaire, est devenu aussi commun qu'un test sanguin ou un test DNA, urinaire. test ADN. Un test ADN. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, à partir de là, on comprend le passé avec les prédispositions, risques des 10 maladies chroniques qui tuent le plus les seniors. Et une fois qu'on a ce reporting-là, on passe avec ce boîtier qui comprend ici plusieurs objets médicaux tels que le tensiomètre, l'oxymètre, un électrocardiogramme connecté qu'on peut avoir à la maison, une balance à impédance. Et puis on a co-développé et co-créé une offre qui n'existait pas sur le marché avec Saint-Gobain, c'est comprendre si au domicile, il vit dans un environnement de bien-être avec un capteur qui mesure la température, l'humidité, le son et puis la luminosité. Donc ça, c'est déployé aujourd'hui et c'est commercialisé. Et on a le grand plaisir, avec Bien Vieillir, d'élever le serviciel à domicile pour 2 bénéfices. Le bénéfice pour l'aidant familial ou professionnel, mais aussi, bien sûr, le résident et améliorer sa qualité de vie de manière à pas simplement augmenter la longévité, mais le bien-être à la maison. D'accord. Didier, on se projette dans plusieurs années. Tu me diras dans combien d'années d'ailleurs. Ta vision est installée. Tu peux répéter comment elle fonctionne concrètement? Alors, et après, on va passer aussi à Epoca. Ouais, ça va servir de transition parce que moi, je me projette juste en février prochain où on va déployer Epoca chez nous auprès de 30 patients, on va dire. C'est un choix, une sorte de... Et donc, on aura nos patients qui vont être... donc, on a des SIAD déjà, y compris des SIAD de nuit. On va mettre des auxiliaires de vie aussi la nuit. Et puis, finalement... Epoca va monitorer à distance les patients. Donc Epoca, c'est pas juste un service anonyme, c'est pas SOS médecin, c'est des médecins qui connaissent le patient. C'est des médecins avec qui on est en contact régulier. Donc vous allez faire un test avec Epoca. Peut-être on va pas faire un test, on va le faire. On va le faire. Peut-être laisser Élise Cabane expliquer Epoca et après on reviendra à la vision globale.
Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Élise, je suis médecin gériatre et urgentiste. J'ai eu la chance de rencontrer Didier et Sébastien, et je pense qu'on a beaucoup de choses, on a une vraie vision partagée sur déjà la question fondamentale, c'est quelle est la vision qu'on porte tous, nous Français, sur la façon dont on veut vieillir dans notre pays, quel prix on est prêt à dépenser pour ça, tous ensemble, collectivement, et quels sont les risques en fait qu'on accepte. Parce que dans notre métier, on parle toujours de la balance bénéfice-risque. Et le fait de dire y a-t-il une limite au domicile, c'est y a-t-il une limite au risque qu'on est prêt à accepter, soit pour soi-même, soit pour ses proches, dans le fait de vivre chez soi avec toutes les difficultés que la perte d'autonomie peut entraîner au quotidien. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend bien compte que ceux qui repoussent les frontières du maintien à domicile aujourd'hui, ce sont les SIAD, ce sont les SAD, ce sont ces personnes qui, au quotidien, sont capables de finalement d'être ils ne sont pas dans des boîtes, mais ce sont ces grands repères des anomalies qui peuvent nécessiter en fait une action qui elle-même va permettre de repousser cette limite si l'action est efficace. Et le gros sujet aujourd'hui qu'on a tous dans la santé quand on veut faire du maintien à domicile, c'est de se dire quelle est l'actionnabilité des éléments qui vont nous être remontés, l'information, l'appel. J'ai une auxiliaire de vie qui m'appelle, qui me dit ce patient ça va pas comme d'habitude, ou cette dame elle a de la fièvre, ok. Mais est-ce que je peux faire quelque chose, et cette chose va-t-elle effectivement lui éviter soit le passage à l'hôpital, soit le passage aux urgences, soit l'institutionnalisation? Et l'enjeu des CCRT, et notamment de l'expérience qu'on va lancer avec Didier, et avec vous tous, je vois en bleu, l'équipe de Bien Vieillir, c'est justement de travailler collaborativement pour apporter tous ces éléments de repérage et nous d'apporter la couche à la fois de réassurance des professionnels, parce que c'est important que vous sentiez, que tous les professionnels ici ne se sentent pas seuls face aux situations des patients, notamment les auxiliaires de vie qui sont les premières exposées aux situations critiques de ces malades, souvent seuls, avec des connaissances limitées sur la situation médicale réelle de la personne qu'ils aident, puisqu'elles sont malheureusement encore exclues de ces informations, et d'être en mesure de participer à leur réaction, à la fois à l'information, à la remontée de l'anomalie, mais aussi à la réaction face à cette anomalie, puisqu'on va collaborativement y répondre. Et donc EPOCA, qu'est-ce qu'on fait nous dans cette histoire? EPOCA, c'est la télésanté du senior. Notre enjeu, c'est d'apporter une continuité dans le suivi et la surveillance des personnes, notamment à domicile ou en résidence autonomie, via un certain nombre de dispositifs connectés éventuellement, ou des systèmes de questionnaires multidimensionnels. On travaille, notre enjeu, c'est de mettre à disposition toutes les technologies qui font du sens, mais pour des personnes qui éventuellement ne savent pas s'en servir. La plupart du temps, nos patients âgés n'ont pas soit l'autonomie physique, soit l'autonomie cognitive pour utiliser tous les dispositifs. Et donc finalement, insérer ces éléments qui peuvent être utiles aux patients dans des prises en charge faites par vous, je vous vois tous en bleu, qui ensuite vont nous permettre ensemble d'avoir une réaction pertinente. Et EPOCA a développé une plateforme de télésurveillance médicale qui informe les professionnels de santé d'une façon pertinente, avec on va dire un one look 360 qui apparaît vraiment d'un coup à aux professionnels qui surveillent chez nous, les care managers, donc qui sont des infirmiers et des gériatres et des urgentistes, qui vont analyser en fait l'ensemble des informations que tous collectivement on va remonter, pour ensuite en créer l'actionnabilité. C'est quelle réponse, à quelle vitesse, pour quel patient, et à quel endroit cette réponse doit être faite. L'enjeu étant évidemment que cette réaction ait lieu toujours le plus possible directement au domicile. Si je résume très brièvement, EPOCA, c'est un plateau avec des care managers, gériatres. C'est ça, c'est des dispositifs connectés, intégrés sur une plateforme et gérés par des professionnels de santé qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Notre enjeu étant, pour cette couche médicale, métier, d'apporter en fait la continuité médicale des SIAD, des SAD, etc., qui ne fonctionnent pas toujours de nuit, et ou surtout de permettre aux SIAD, quand ils fonctionnent de nuit, d'avoir aussi la réponse médicale qui correspond au paramédical qui est de nuit, parce que seul, il peut parfois être en difficulté.
si je peux me permettre, ce Oui. que disait Hélène, la réassurance, ça c'est, je pense, le truc le plus important. Nous, on a besoin d'être réassurés quand on remarque quelque chose, c'est pouvoir le signaler. Quand nos aides à domicile, nos aides-soignantes, nos infirmières remarquent quelque chose, c'est de pouvoir le signaler, pouvoir le faire remonter, que cette information soit traitée et qu'on ait une réponse immédiate à laquelle on participe D'accord. à cette réponse. Et ça, je pense que c'est très très important. Et je dirais, pour résumer, je dirais que le EPOCA, c'est le médecin coordinateur du domicile. Alors, Sébastien ou Didier, est-ce que, pour que ce soit clair dans ma tête, parce que pour l'instant, c'est un peu. Est-ce qu'on peut prendre des cas pratiques pour savoir comment ça s'organise et est-ce que tu fais travailler EPOCA et Inunu en même moment, sur la même personne? Est-ce que vous pouvez donner un exemple de cas pratique de comment ça va s'installer et en intégrant aussi aux salariés, en fait, que je comprenne sur un cas pratique d'une grand-mère, Essayer une de personne créer âgée. un scénario comme ça, on a la minute. Le cas pratique, ça pourrait être une personne qui est chez elle au domicile, avec un besoin d'aide pour les soins d'hygiène, pour la toilette, qui a des difficultés également au niveau alimentaire. On a besoin de l'aider pour les repas, pour aller faire les courses. Elle reçoit du coup tous les jours la visite d'une aide-soignante qui l'aide pour la toilette, d'une aide à domicile qui vient pour la préparation des repas. On s'aperçoit qu'elle commence à décliner au niveau de ses capacités motrices, donc la marche devient compliquée. Il faut repérer au domicile un certain nombre de risques. Le petit tapis devant la télé, le petit guéridon dans le couloir. Donc ça, c'est vos salariés qui le font. Alors ça, c'est nos salariés D'accord, qui le font au d'accord. quotidien. D'accord. Par contre, nos salariés, l'aide-soignante qui vient pour faire la toilette, elle n'a pas forcément le temps, le matin, de faire une observation complète d'un point de vue clinique. Et ni le temps, ni les compétences d'ailleurs pour les réaliser. Oui, puis elle n'est pas là la nuit non plus. Et elle n'est pas là non plus la On a nuit. eu Voilà. raison, ouais. Elle est à domicile qui vient pour le repas, elle vient pour préparer le repas, et elle ne va pas faire forcément autre chose. Par contre, et c'est ça qui est important, en tout cas chez nous, c'est que cette aide à domicile, elle va observer tout un tas de petits riens qui en fait peuvent tout changer. Sur un changement dans les habitudes alimentaires, le manque d'appétit, sur un changement sur l'état du moral. Donc elle va le remonter à sa responsable de secteur en disant, tu sais, Madame X, elle mange moins. Bon, ok, on a cette information. Elle mange moins un jour, elle mange moins 2 jours. Si on a une organisation optimisée, on va avoir une circulation de l'information d'une diminution de prise alimentaire avec le service de soins et on va ne serait-ce que peser la personne pour objectiver. Est-ce qu'il y a une perte de poids? D'accord. On va avoir un lien avec le médecin traitant pour voir si on peut faire une analyse, une prise de sang, pour objectiver encore davantage la présence ou pas de cette dénutrition. À quel moment EPOCA en rentre dans EPOCA ton est exemple? intéressant parce que grâce à leurs dispositifs connectés, eux aussi ils ont des remontées d'informations qui sont mesurables par rapport à des paramètres biologiques. Si on fait le lien entre des observations qui sont faites au domicile par des intervenants, une aide à domicile, une aide-soignante, une infirmière, avec les informations qui sont remontées par les dispositifs connectés, qu'on a tous les jours une infirmière ou un gériatre qui peut analyser tout ça, qui peut faire le mix en disant tiens, j'ai des signaux qui remontent du terrain, une baisse d'appétit, une perte de poids, de la tristesse, une faiblesse, une perte d'équilibre. Moi, j'ai des éléments, Élise, elle a des éléments cliniques qui remontent et qui viennent conforter tout ça. On a un faisceau d'indices qui nous permet d'être proactifs. Qui après va prendre les mesures, qui va analyser? C'est les care managers du POCA ou c'est C'est en coopération. Ça, c'est en coopération. Il y a de l'intelligence dans la façon de remonter les informations. Inunu développe cette capacité à repérer que je suis allé trop de fois aux toilettes, etc. Mais il y a aussi un besoin d'intelligence et ça s'insère dans quoi? Et ce quoi nécessite-t-il une réaction et si oui, laquelle? Ça, c'est notre travail à nous. C'est de dire, on va recevoir ces informations, elles vont être qualifiées. Il y a un chronomètre qui se met en route quelque part. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une anomalie, cette anomalie doit être traitée, qualifiée, organisée. La réaction doit être mise en place. La réaction, bien sûr, a vocation à être réalisée par le cercle de soins, donc les mêmes professionnels qui généralement ont signalé l'information, mais aussi le médecin traitant qui va être informé de la situation de façon synthétique pour pouvoir répondre à la question.
Et ce, 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets aujourd'hui dans la problématique de santé. C'est que certes, on a une augmentation de la population âgée. Cette population âgée a plus de chances de faire plusieurs maladies. Qui dit plusieurs maladies dit plusieurs spécialistes, plusieurs intervenants, plusieurs raisons d'éventuellement finir à l'hôpital, souvent intriquées d'ailleurs. Et là, vous allez faire un point unique pour l'ensemble de ces Alors, paramètres. justement, je vais essayer de répondre à la question. Et à l'inverse, on a une baisse de la population de soignants. À tous les niveaux du métier, on est sous tension. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un effet ciseau qui fait que soit on choisit de ne plus donner accès aux soins à tous pour pouvoir continuer à avoir un temps de qualité avec chacun. Soit on fait de l'accès à la santé pour tous, mais ça sera peut-être de mauvaise qualité. Faut-il vraiment choisir? Le point de vue des POCA et de tous ceux qui travaillent avec nous, c'est qu'on n'a pas envie de choisir. Nous, ce qu'on veut, c'est donner le bon temps pour tous, malgré les difficultés de volumétrie, en redonnant du temps professionnel à chaque patient au moment où il en a besoin. Et la réalité des patients qui sont des grands consommateurs de soins, que sont les personnes en perte d'autonomie, généralement polymalades, je dis toujours qu'on ne perd pas son autonomie en éternuant, hein. En général on est malade, on a eu des conséquences de ces maladies sur notre autonomie, et c'est cette capacité à répondre en fait à leur particularité, qui est qu'on ne consomme pas du soin quand on est polymalade instable comme on consommait du soin quand on est plus jeune, c'est-à-dire qu'avec une consultation de temps en temps ou une consultation tous les mois d'1 heure, ça suffit à gérer les problématiques de santé. Les patients qui sont instables, polymalades, généralement ont besoin de consommer leurs soignants de façon plus intense, c'est-à-dire plus fréquente, mais pas forcément plus longue. Et donc l'enjeu des POCA, c'est de mettre à disposition vers la ville un support gériatrique qui est actionnable à n'importe quel moment du jour et de la nuit, consommable sur des temps qui sont adaptés au fil rouge gériatrique dont ces personnes ont besoin, eux et leurs soignants, parce qu'eux aussi ont besoin de ce fil rouge actionnable à n'importe quel moment, pour redonner du temps vers les effecteurs. Il est un des effecteurs aussi très important, qui est le médecin traitant, qui est devenu très rare. D'accord. Didier, est-ce que tu peux refaire une remarque plus Inunu et POCA, dans ta vision, c'est l'un ou l'autre, c'est les deux en parallèle, la nuit et la journée. Je vois pas. Alors c'est les deux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que va faire Inunu qu'est-ce que fait déjà Inunu chez nous? C'est qu'avec le dispositif, Inunu, désolé. Avec le dispositif Sensio, on va pouvoir repérer tous les accidents de la vie de la personne, ce 24 heures sur 24, et avoir des remontées d'alerte qu'on va régler individuellement, de façon personnalisée pour le patient qu'on suit. C'est-à-dire qu'on peut décider que quelqu'un qui fait des fugues, par exemple, on va être alerté quand il sort plus de 5 minutes de la pièce. Donc ça, c'est Inunu. Ça, c'est Inunu. D'accord, ok. Et nous, on a les remontées. On a les équipes qui fonctionnent jour et nuit. Donc, on a les remontées. Donc, en fait, Inunu, c'est plutôt les comportements, on va dire. C'est plutôt les comportements, la vie domestique, les accidents de la vie. Et puis, la question des problèmes de santé, c'est POCA. Et là, on va avoir, aussi bien pour nos intervenants à domicile, qui sont des aides à domicile ou des aides-soignants ou des infirmières, une réassurance, c'est ce que disait tout à l'heure Élise, c'est très très important pour nous. Mais au-delà de la réassurance, c'est de pouvoir détecter, dépister et concentrer l'ensemble des informations qui relèvent d'un patient pour pouvoir ajuster le bon traitement au bon moment. Et ça en lien avec le médecin traitant également. Alors la question que je vais te provoquer, je vais un peu te provoquer, c'est la question pour moi essentielle. En quoi est-ce que cette organisation permet plus de choix, aux personnes de GER différents, permet plus de choix de personnes de GER différents de rester à domicile? Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple, de quelqu'un qui, avec ton système, pourrait rester à domicile et qui ne resterait pas dans la situation que l'on connaît aujourd'hui? On va prendre l'exemple suivant, par exemple, je ne sais pas, une personne qui est vraiment la catégorie typique des gens qui sont en établissement, c'est des gens qui ont des facultés cognitives qui sont très fortement altérées, mais qui ont conservé un pouvoir de déambulation et je dirais entre guillemets de nuisance dans l'appartement assez important. Avec un dispositif comme EPOCA, on va être alerté dès qu'il y aura un truc anormal, et là on va intervenir, parce que comme on a les équipes dédiées pour ça, on va intervenir dans les 30 minutes qui suivent. Et puis s'il y a un problème de santé,
Si par exemple la personne est connectée avec un dispositif de montre connecté de chez Epoca, si par exemple elle présente des troubles du rythme ou une tachycardie ventriculaire dont elle ne va même pas se rendre compte, eh ben, Epoca, eux, va le savoir, ils vont appeler, ils vont nous alerter. Sébastien, il voulait intervenir. Oui, tout à l'heure on parlait du déclencheur pour quitter le domicile et rentrer en institution. Et on parlait de sécurité, on parlait d'usure des aidants. Typiquement, le dément déambulant, la personne qui fait des fugues, c'est très compliqué. Soit vous mettez quelqu'un en permanence à la maison pour surveiller, pour vous alerter, ça a un coût de plusieurs milliers d'euros. C'est tout à l'heure je parlais du coût, voilà. c'est ça. Soit vous utilisez ce type de dispositif, donc Roommate, qui va vous permettre tout simplement de vous envoyer une notification, une alerte. La personne est sortie. Elle a quitté la maison. Donc elle peut quitter la maison 5 minutes pour aller à la boîte aux lettres, ramener son courrier. Mais dans ce type de cas, en fait, on ne parle pas d'une personne qui va chercher son courrier, on parle d'une personne qui décide de sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et qui va déambuler en ville. Et pour lesquels vous allez être appelé, venez chercher votre maman, elle est en train de tourner autour du rond-point devant Intermarché ou je ne sais quoi. Donc ça permet d'avoir une réponse parce que on est sûr qu'on va être alerté au moment où la personne va partir. Donc on lève une des premières limites. Le risque de chute, des chutes à répétition, c'est souvent aussi un motif d'entrée en institution. Avec des dispositifs comme ça, on va pouvoir objectiver la qualité de la nuit. Maman ne fait que dormir toute la journée. Ben oui, mais grâce à ce dispositif, je vois qu'elle passe la nuit à tourner dans l'appartement, qu'elle ne dort que quelques heures. Donc on pourra peut-être adapter en termes de traitement, en termes d'adaptation des habitudes de vie. Et ça va nous permettre de repousser le moment où on ne pourra plus rester à la maison parce qu'on n'aura plus les conditions de sécurité. D'accord. Je vais laisser quand même 10 minutes pour des questions-réponses avec la salle. J'aurais voulu pendant 2 minutes qu'on explique aussi les limites de votre vision. Est-ce que par exemple, moi, la première impression que j'ai, c'est est-ce que ça rend pas plus complexe votre travail en l'organisation des salariés? Il faut intervenir dès qu'il y a quelqu'un. En fait, je vais reprendre. Ma vision, c'est que les systèmes, on va détecter des informations qu'on ne détectait pas jusqu'à présent. Donc la question que j'ai envie de te poser, est-ce que ça n'a pas nécessité plus de monde chez Bien Vieillir, Île-de-France, qu'à maintenant? Est-ce que ça, c'est une limite? Clairement, la question, Frédéric, c'est la question du coût. Et la question des limites qui, aujourd'hui, ce sont des limites pour l'instant financières. Est-ce que ça va nécessiter une transformation des organisations? Bien entendu. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place des systèmes de nuit qui ne vont pas forcément être opérants, mais qui vont être là en alerte, y compris des systèmes de jour, pour pouvoir intervenir. Donc ça a un coût. Aujourd'hui, ce coût-là, il n'est pas financé. Il faut le reconnaître, ça n'existe pas, à part dans les projets de CRT. Il faut qu'on fasse la démonstration de l'utilité pour qu'ensuite, peut-être, les financeurs se penchent sur la question. Sur la question, je ne sais plus d'ailleurs. La limite, en fait. Donc la limite, pour moi, aujourd'hui, elle est financière. Oui. Mais pour moi, sur la limite de la qualité, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va donner aux moyens, grâce à Epoca, à Inounou, on va donner les moyens aux services à domicile de pouvoir décider que demain, ils vont avoir le même niveau, pratiquement le même niveau de compétences pluridisciplinaires que peuvent l'avoir un établissement d'hébergement pour personnes âgées. Et ça permettra de satisfaire aux souhaits de 85 ou 86% des Français de vieillir chez eux. Notre objectif, c'est celui-là. C'est de rendre ce choix possible. Mais ce choix possible... Donc la principale limite, c'est le coût c'est d'abord le coût, parce que le reste, on sait faire organiser. Les technologies numériques, elles existent. D'accord. 1 minute, après on passe... Ouais, je participe à co-répondre. Dans les suivis que nous, on fait aujourd'hui à domicile sur les patients qui sont notamment suivis en SIAD et en SRAD, pour les habitués du terme, le GMP, le GIR moyen pondéré de ces patients est de 780. Pour donner une image, dans les EHPAD, on est autour de 720, 730, et donc parfois plus, évidemment, ça dépend des EHPAD, et les USLD vont autour de 800. Donc en gros, on est quand même sur des populations qui se ressemblent beaucoup en termes d'autonomie, mais on oublie, et c'est un paramètre qu'on mesure en EHPAD, qu'on ne mesure pas du tout en ville, ou en tout cas probablement pas encore assez, c'est ce qu'on appelle le pathos, en tout cas la pathologie chronique des personnes qui parfois rendent compliqué des patients qui
qui sont encore autonomes, des GIR4, etc., mais qui sont hyper lourds en fait à prendre en charge en ville, très instables, etc. Moi, je les appelle les délis de bonne gueule. Hein. C'est ceux qui, quand ils sortent de l'hôpital, ils sont encore sur leurs deux jambes, ils ont effectivement la possibilité de se laver, faire tout ça, enfin, bref, leur vie quotidienne. Mais quand on regarde leur agenda, ils ont passé beaucoup de temps à l'hôpital. Et ces patients-là, ils ont besoin d'être accompagnés d'une certaine façon, et ça nécessite des systèmes de repérage qui sont multimodaux. Et l'enjeu, c'est justement d'être en mesure de donner une pharmacopée du repérage, en fait, qui est suffisamment large pour adresser la grande diversité, on va dire, des seniors, tout en permettant, in fine, d'apporter une information qui doit être débruitée, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bruit. Le risque, c'est d'en créer des fausses alertes, des surpassages, etc. C'est notre limite, ça, oui. Absolument. Mais il faut apprendre. Et sans cet apprentissage-là, de toute façon, on n'y sera jamais. Donc, à un moment donné, il faut investir pour ça. Ça, c'est un vrai sujet. Mais avec une vision in fine qui est quelle vision de nouveau voulons-nous pour notre France ensemble, et si on pense que on doit faire comme aux États-Unis où la santé devient un marché, où le PIB dépensé par habitant, la part du PIB dépensé par habitant ne fait qu'augmenter depuis 30 ans avec des résultats de santé qu'on connaît, hein, qui sont quand même pas très bons, ou bien on se dit que nous on veut que dans une enveloppe stable qui est celle des 11% du PIB consommé aujourd'hui, on doit faire mieux et permettre à toute cette population qui va être surconsommatrice de soins, qui va tendre le système, qui va éventuellement devoir être tellement consommatrice de ressources dans le système de santé aujourd'hui que d'autres n'y auront pas droit. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes, pour les autres, le cancer d'avant, etc. Donc il faut qu'on arrive à répartir nos ressources nationalement. Et une des façons de faire, ça oblige à changer. Sauf à choisir, il faut changer. Et je trouve que la démarche de bien vieillir est rare de vision, parce que être proactif sur ces sujets est fondamental. Question-réponse avec la salle. 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes de questions. Il doit y avoir un micro qui circule, non, j'imagine, non ou pas? Non, il n'y a pas de micro, donc allez-y, voilà. Je vous remercie. Donc, moi, je suis directrice d'EHPAD. GMP 770, Pathos 323. Alzheimer. C'est comme ça ne fait que s'aggraver. Ça ne fait que s'aggraver. Non, ce que je retire de ce que vous dites, c'est que ce que j'entends, c'est presque un EHPAD hors les murs. Et ce que je trouve bien, c'est de ne pas opposer. Moi, je suis là pour cette raison, c'est que je ne veux pas qu'on oppose l'aide à domicile avec tout ce que vous pouvez porter, tout ce que vous avez dit, parce que quand on peut, on vieillit chez soi, mais qu'en même temps, l'EHPAD, on est presque indispensable, mais qu'entre les deux, entre la résidence autonomie et un EHPAD hors les murs, avant de venir en EHPAD, où on accompagne les personnes le plus long, jusqu'au bout de leur vie. Sur 23 décès cette année, j'en ai 21 au sein de l'EHPAD avec accompagnement palliatif et tout. Et je trouve que vous avez certainement, entre Aïnounou et POCA, je pense que vous pouvez avoir votre place dans les EHPAD, qu'elles soient publiques, privées ou associatives. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Nous, on est venus du Pays Basque exprès pour vous écouter. Et on représente aussi un réseau. On est le seul en France à regrouper les 3 statuts d'EHPAD. Et je pense que si nous, on en parle à notre réseau, sur les 40 EHPAD qu'on regroupe, il y a peut-être des choses à faire, mais toujours dans le bénéfice des patients. Et moi, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu avant que je reprenne l'avion. Je vais me permettre de répondre avant Didier, peut-être, mais très rapidement. Il y a beaucoup de questions derrière. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, on a un sujet, on parle toujours du débordement des urgences. Il faut gérer l'aval, comment on fait sortir mieux les patients, etc., pour redonner de la place aux urgences. Et en fait, il faut gérer l'amont, c'est comment on fait pour que les patients y aillent moins, etc. On va avoir le même problème avec les EHPAD. D'accord, c'est que les EHPAD vont être débordés. C'est le calme encore jusqu'en 2027, mais à partir de 2027, ça va être l'enfer. On reste sur le sujet de et notre travail, le travail de la ville, justement sans opposition, c'est de préparer cet amont. Qu'on reste sur le sujet de la vision de Didier. Effectivement, tout à l'heure, l'objectif c'était de laisser le choix aux personnes, c'est ça, voilà. Autre question dans la salle ici. On est aux deux, on est à la maison. Merci. Comme on n'est pas nous. Qu'on reste sur la vision, la question sur la vision et pas de débat sur pour ou contre. J'ai une question, moi, pour rester à domicile. Donc, moi-même, je suis architecte, donc j'ai adapté le domicile de ma mère, cuisine agrandie, salle de bain sans seuil, porte élargie, etc., etc. Elle a 94 ans, depuis le Covid, chute non avouée, comme monsieur. J'habite à 700 km.
Donc c'est vrai que je l'ai équipée d'une montre connectée qu'elle oublie tout le temps. Alors ma question c'était pour Inounou, votre système est, on doit en avoir qu'un seul dans la chambre ou plusieurs? Dans la cuisine, dans le salon, Voilà, ça à c'est l'extérieur. une autre limite, c'est combien de matériel il faut installer si la maison est très grande, par exemple. Ça c'est notre limite du système. En général, dans les maisons ou bien dans les EHPAD, c'est pour aussi répondre. On le met là où il y a des possibilités principales de chute. Soit on le met dans la chambre à coucher et à la maison dans le salon. Après, donc, on en met deux, un dans chaque pièce. Les pièces principales où il y a le plus de risques, en Où fait. il y a le plus de risques. D'accord. Et ensuite, pour les autres, on est connecté ici avec un radio-émetteur qui permet de connecter avec des boutons ou des appels malades, sans fil. Et D'accord. on les met dans les autres pièces, si jamais il y a un problème dans les autres pièces. Et pour D'accord. répondre à votre question, si jamais la personne elle oublie de prendre ses boutons poussoirs ou sa montre, elle peut émettre un son en criant ou en disant « j'ai besoin d'aide ». Et à ce moment-là, lui, il écoute qu'il y a un appel à l'aide et il envoie l'alerte aussi. D'accord. Et ChatGPT répond. Autre question dans la salle? Alors la question que j'allais vous poser, c'est parce qu'il y a quelqu'un, j'ai échangé dans le salon qui m'a posé une question, il m'a dit une limite, la solitude. C'est-à-dire qu'en fait, on va cibler les personnes qui veulent rester à domicile par choix. Donc il y a une notion on cible les personnes qui acceptent leur solitude. Certaines sont autonomes mais souffrent de solitude et vont vouloir aller en état. Ça aussi, votre vision va s'adresser à une population particulière. Alors ça, je dirais que la lutte contre l'isolement, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Nous, on fait beaucoup d'actions de prévention. On a intégré, vous savez qu'il y a la conférence des financeurs qui finance des actions de prévention. Et comme on est Spasad, on fait y compris de la prévention individuelle. Donc on fait des ateliers collectifs, on fait du tai chi, de l'activité physique adaptée, des ateliers mémoire. On fait intervenir de la téléergothérapie. On a des animatrices, des aides à domicile qui sont animatrices. Et donc c'est quelque chose qu'on intègre à ce repérage de la personne isolée et d'essayer de la faire sortir un petit peu autant que possible. C'est quelque chose qu'on propose déjà. Mais c'est vrai, vous avez raison. À un moment donné, quand on est trop seul, isolé, et si on n'a pas cette possibilité d'avoir un lien social, c'est vrai que là, l'hébergement collectif, pour le coup, ça a du sens, ça a un vrai sens. Donc, ça c'est une partie de la. Comme le disait madame, c'est là que je voulais insister. Il ne s'agit pas d'opposer les Bien choses. sûr, c'est là que je voulais insister, c'est ça. Je pense que pour compléter, les EHPAD avant, l'espérance, enfin la demi-vie, enfin l'espérance de vie d'une personne en EHPAD était d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à moins de 2 ans. D'accord. Donc on voit bien que l'habitat collectif n'est plus, enfin cet habitat collectif qui était un lieu de vie. Hein, les gens y vivaient 10 ans, c'est long, quoi. C'est une vraie vie. Donc c'est un vrai choix. Aujourd'hui, on est arrivé sur des durées de vie très très courtes parce qu'en fait enfin, c'est finalement un lieu de prise en charge palliative sur du palliatif chronique. Enfin, je suis désolée de dire un peu comme ça, mais c'est une façon de. Et je pense que redonner du choix, c'est redonner la possibilité effectivement de vivre même sa fin de vie, ces 2 ans en question, les faire chez soi, mais aussi peut-être redonner aussi un lieu de vie aux EHPAD en lui redonnant une respiration, parce que la complexité peut aussi être gérée ailleurs. Donc toujours pareil, que la ce notion n'est pas que de la laisser le choix. Autre question dans la salle? Il faut une question par rangée, on m'a dit. Hein, donc. Autre question que j'ai, c'est votre système, il va être utilisé, enfin votre vision va être plutôt dans les milieux urbains. Moi qui habite dans un petit village en Savoie à 1700 mètres d'altitude, où il faut faire 7 km depuis la vallée pour y aller, est-ce que là, il y aura des différences de territoire? Ça, je veux dire, voilà. Alors, là aussi, on cible une catégorie, enfin Non, mais effectivement, vous avez raison. Voilà. Maintenant, des dispositifs de télésurveillance ou de télémédecine, ils Ça, peuvent c'est partout. s'appliquer Ça, c'est partout. différemment. C'est partout. Nous, on peut Mais être c'est prévenus mais parce c'est qu'on la est des aidants réponse, professionnels. mais c'est la Mais réponse c'est la d'intervention réponse qui terrain sera différente. qui peut Bien être sûr. effectivement différente. D'accord. Je voudrais revenir sur une notion intéressante. Tout à l'heure, on parlait de coût. Et je pense qu'il faut l'aligner sur
quelle est notre représentation aujourd'hui de la santé pour les seniors? Aujourd'hui, quel que soit le pays où l'on vit, la santé, le système de soins actuel est un système de sick care, c'est-à-dire qu'on manage en réactif et en cure, en traitement, post-accident. Or, ça c'est effectivement un coût avec une efficacité médicale minime puisqu'on intervient toujours à post-accident. Or, moi, j'appellerais pas ça un coût quand on investit sur service EPOCA, service Ainunou, service bien dire, j'appellerais ça plutôt un investissement. Pourquoi? Parce qu'on est en mode préventif. D'accord. Et quand on est en préventif, la vraie question, c'est peut-on être en mode préventif pour les maladies chroniques, pour Alzheimer, pour les chutes? Et à ce moment-là, on parle d'investissement. Et je pense que c'est un débat qui est différent. Est-ce qu'on doit aborder la prévention, être une orientation, et dans ces cas-là, on est en mode investissement, ou est-ce qu'on est toujours en mode post-accident, et là, c'est toujours un coût, et pas que financier d'ailleurs, c'est un coût affectif, etc. Didier, une conclusion d'1 minute? Alors, 1 minute de conclusion. Ici, on est au salon des services à la personne. J'irai de l'aide à domicile, pour être plus clair. Je crois que l'aide à domicile de demain, c'est l'aide à domicile qui a le pouvoir être en capacité de répondre à tous ces besoins qui s'expriment, quel que soit le moment où ils s'expriment. Et grâce à des alliances avec des nouvelles technologies, grâce à un travail sur sa propre organisation. Et je pense que, voilà, c'est le message si j'ai un message à faire passer, allons-y tous ensemble. Nous, peut-être qu'on est précurseurs, on essaye de le faire, mais on vous attend, il faut y aller, il faut que demain nos aînés, ils aient ce choix possible d'être accompagnés là, en permanence. Le numéro du stand de Bien Vieillir? Je ne sais pas. D27, non, D27. D27, voilà, c'est ça. Et Bon. juste Merci aussi, beaucoup. Pour les Merci, personnes merci. qui voudraient voir en vrai comment ça marche le dispositif Sensio, qui voudraient voir comment se présente la plateforme EPOCA, vous pouvez venir sur le stand et on va pouvoir vous montrer sur les écrans en vrai comment ça se passe. Voilà. D27, merci beaucoup. D27, merci. Merci.